Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire spécial salaire recrutement. À quoi s'attendre en 2024. Donc, je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'Antoine avec qui nous avons Bonjour l'habitude à tous. de présenter ce webinaire spécial salaire une fois par an. Donc, je me présente, Marlène Ribeiro, je suis directrice générale de la marque Page Executive. On va revenir sur la slide d'après sur nos marques. Et Antoine, je te laisse te présenter. Et Antoine Lecoq, directeur général au sein de Page Group également. Merci Antoine. Alors du coup, on va rentrer dans le vif de la présentation. Je vous rappelle juste une petite chose. Vous pouvez poser vos questions. Vous avez un chat, hein. Vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de la présentation. On aura un moment dédié à la fin du webinaire où on va répondre à toutes vos questions. Mais n'hésitez pas au fil de l'eau de l'alimenter et on répondra ça à la fin. Alors généralement, on commence par une petite page de réclame, donc juste pour vous expliquer qui nous sommes. Donc nous sommes un cabinet de recrutement avec, différentes marques. On est le cabinet Page Group avec, différentes marques, Page Personnelle, Michael Page, Page Executive. Ces marques opèrent sur, des marchés, qui sont différents. Page Personnelle est une société d'intérim, et également qui fait du recrutement de cadres premier niveau, techniciens et employés qualifiés. Michael Page, qui est souvent la marque la plus connue, sur le marché français, qui est, spécialisée sur le recrutement de cadres confirmés, et Page Executive qui, s'occupe du recrutement de dirigeants. Nous opérons en France depuis 1986. On a 25 divisions, donc 25 équipes spécialisées sur des secteurs ou des typologies de fonctions, et on travaille pour des startups, des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes. Donc voilà pour, la petite présentation, du groupe. Alors on va commencer par, la 1re partie, et je pense que ce webinaire, a beaucoup de sens dans un moment où, la lecture du marché est pas toujours simple, avec parfois des signaux positifs, des signaux négatifs. Et donc, je donne la parole à Antoine qui est, monsieur chiffre et qui va vous expliquer de façon très factuelle ce qui se passe sur le marché français. Ça Antoine, je faisait te laisse partie la des petites parole. blagues que tu avais préparées pour le webinaire. Exactement. Merci en tout cas pour cette présentation, Marlène. Donc un petit rappel déjà pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents et puis, un petit rappel qui me permet de revenir aussi sur quelques marqueurs qui sont toujours vrais. Heu Encore une fois, si on revient un petit peu en arrière, le marché de l'emploi était à un point très haut au moment de la pandémie, hein. Ça veut dire que l'année 2019 avait été déjà une année exceptionnellement dynamique, avec un certain nombre de tensions, sur le marché de l'emploi, et un marché, très dynamique et très vivace. Évidemment, comme vous le savez tous, ensuite est arrivée la pandémie avec les différents confinements et puis, on a assisté ensuite à une reprise de l'activité en 2021 qui s'est traduit par une forte augmentation, du PIB et du nombre d'embauches, sur l'année qui était déjà en 2021 supérieur à 2019. D'accord? En 2022 ensuite, le niveau d'activité, s'est maintenu. Alors, malgré effectivement, ce qu'on a connu, hein, l'inflation qui démarrait, les contraintes, d'approvisionnement, la guerre en Ukraine également et puis, un ralentissement, de l'économie chinoise, hein, donc il y avait quand même déjà des incertitudes sur le marché et malgré tout, l'année 2022 a été aussi, assez exceptionnelle et a renchéri, un certain nombre de tensions sur le marché de l'emploi. Les premiers marqueurs, qu'on a connus, en 2022 et qui sont toujours vrais, c'est un taux de chômage qui est historiquement bas. On est aujourd'hui à 7,2, on a navigué entre 7,3, 7,2, 7,1. Donc, c'est quelque chose qui est un taux de chômage qui est relativement stable à date, hein, pour le moment, et historiquement bas depuis 2008, on n'avait, jamais connu ça. Alors il est encore sans doute trop, pour un certain nombre d'observateurs. Est-ce qu'il est incompressible? Ça, on le sait pas, mais en tout cas, il reste très bas et il explique aussi le dynamisme et les tensions qu'on connaît sur le marché. On en est aujourd'hui à un taux de création nette, c'est le 10e trimestre consécutif, pardon, à fin juin, en termes de création nette d'emplois. Donc ça veut dire que, cette dynamique enclenchée en 2021 qui s'est poursuivie sur 2022, s'est aussi poursuivie sur l'ensemble
du premier semestre 2023. On est resté sur la même dynamique, avec des tensions très fortes sur le marché du travail, hein, selon la DARES, c'est des tensions qui sont à leur plus haut niveau depuis 2011. Donc elles ont touché pratiquement tous les métiers jusqu'à présent. Et évidemment, elles sont plus fortes, dans le bâtiment, l'industrie, l'informatique, la santé notamment. Donc c'est à la fois l'intensité des embauches, donc un rythme d'embauche très, très fort, un déficit de main-d'œuvre aussi, sur un certain nombre de métiers sur lesquels il n'y a pas assez de ressources existantes et quelquefois, dans les métiers que je viens d'évoquer, des conditions de travail qui sont souvent contraignantes et qui expliquent aussi quelquefois un désamour, hein, qu'on a connu pour l'industrie ou quelquefois pour un certain nombre de métiers qui ont des conditions de travail plus difficiles. D'accord? Donc, tous ces marqueurs, ils restent vrais sur le premier semestre 2023. On continue avec un niveau de création d'emplois, assez fort, 350 000 postes qui sont, restés vacants. On voit quand même, en cours de semestre, un nombre de créations nettes d'emplois, qui se ralentit, d'accord? Mais avec, des tensions sur le marché, qui restent, très vivaces. Donc on voit une économie résiliente, et notamment en France par rapport alors la zone euro est aussi un peu plus préservée que d'autres zones dans le monde, mais en France pour le coup, on a une résilience, quelquefois plus forte que d'autres pays en Europe. Donc ça, c'est ce qui concerne le premier semestre. Sur le deuxième semestre, évidemment, il y a un certain nombre de facteurs qui sont un peu inquiétants, ou en tout cas qui pourraient expliquer un certain ralentissement. Donc un taux d'inflation qui est toujours très élevé, hein, aujourd'hui, donc 5,7 en août 2023. On a observé aussi une chute des levées de fonds en France, moins 68 sur un an pour la French Tech. Alors même si la France aujourd'hui reste quand même, le deuxième pays en zone euro après les UK en termes de levée de fonds. Une crise profonde sur le marché américain, mais donc qui a des impacts évidemment, mais l'économie américaine reste aussi résiliente. Ça fait déjà quelques trimestres qu'on annonce, le déclin, une récession, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et puis, quand même, un facteur important aussi, c'est une hausse des entreprises en redressement judiciaire. Donc là, on a eu un boom très important. S'agissant de cet item en particulier, on avait eu, évidemment, une accalmie en 2021 et une partie de 2022, notamment, grâce au PGE, hein, qui avait été mis en place pour un certain nombre d'entreprises. Donc finalement, on avait vu, heu, une baisse, des entreprises en redressement judiciaire par rapport à la période pré-covid et aujourd'hui, là, on arrive un peu à la fin, de ce type d'outils et ce type d'aide et donc effectivement, là, on a une augmentation, très, très importante. Alors elle touche majoritairement des TPE, et des entreprises, de moins de 10 salariés. Donc finalement, on voit tout de suite, l'impact que peuvent avoir, ces facteurs de vigilance, hein. C'est qu'on a quand même, un ralentissement, des offres, publiées. D'accord, mais on est quand même toujours dans une situation, un peu inédite, puisqu'aujourd'hui, on a un taux de croissance, qui est très, très bas, qui est à moins de 1 en fonction des trimestres, alors même que traditionnellement, on avait lié, le taux de croissance à 1,5 en France à des créations d'emplois. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration-là et malgré tout, on a toujours des demandes assez soutenues, toujours des tensions, même si on assiste quand même progressivement à un certain, ralentissement du marché de l'emploi. Donc c'est une situation assez inédite qui est portée par, plusieurs facteurs, notamment l'industrie, heu, qui finalement, est en croissance d'effectifs, depuis 2017, hein, même si encore une fois, la croissance est moins forte. Et puis un certain nombre de secteurs dans lesquels on l'a évoqué, on a des pénuries, dans l'IT, dans les nouveaux métiers, on y viendra tout à l'heure, donc qui favorisent un dynamisme du marché. Donc évidemment, on était très inquiets, l'année dernière, par rapport aux conséquences que pouvait avoir la guerre en Ukraine, qui sont toujours, d'actualité. Il y a une nouvelle actualité, qui arrive maintenant que vous avez tous en tête, qui peut aussi avoir évidemment, des impacts, sur l'évolution du marché du travail et surtout l'évolution de la confiance, et des salariés, et des employeurs. Pour l'instant évidemment, on n'en mesure pas les conséquences. Je te laisse Merci, la parole Marlène. Ouais. merci Antoine pour tous ces chiffres qui nous permettent de voir effectivement, avoir plus de lisibilité parce qu'effectivement, il y a des choses parfois qui sont un peu contradictoires et c'est bien de revenir, sur des faits et des données. Alors l'autre chose que je voulais rajouter, c'était,
une partie qui est très importante, qui est, les nouvelles attentes des salariés. Alors on a fait une très grande étude, globale au niveau mondial, cette année et on a pointé du doigt une vraie révolution. D'ailleurs, on l'a appelée nous la révolution invisible, qui est, un changement d'attente des salariés qui est assez profonde et je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible ce que nous sommes en train de voir et qui parfois est aussi pleine de contradictions. Le premier chiffre, c'est 88. 88 des personnes qui ont été interrogées seraient ouvertes à des nouvelles opportunités professionnelles. Donc c'est déjà ce chiffre, nous a un peu perturbés parce que du coup, on est vraiment sur une grande partie de la population qui est ouverte aux opportunités professionnelles et c'est encore plus étonnant lorsqu'on le compare au chiffre qui est juste à côté, qui est le 79, qui sont 79 des personnes interrogées sont pourtant satisfaites par leur mission, l'entreprise et le salaire. Donc, on a des personnes qui d'un côté sont satisfaites, mais pour autant qui sont ouvertes à des opportunités professionnelles. Alors du coup, pour vous expliquer ce phénomène, je vais m'appuyer sur 2 choses. La première, c'est finalement les petits graphiques que vous voyez en bas à gauche, qui sont, les changements de l'équilibre de vie pour les Français entre 1990 et 2023. On va faire un peu d'histoire sur, cet équilibre de vie. En 1990, la famille, était le moteur, hein, c'était, le 1er, la première source, d'équilibre, parmi les salariés et le travail arrivait en deuxième. Donc il y avait quand même cet attachement à faire carrière dans une entreprise. C'était très important pour un équilibre de vie, d'un Français qui était sur le monde du travail. En 2023, la famille reste toujours en premier, mais les amis, les loisirs sont passés avant le travail. Donc on voit en fait à un moment un équilibrage qui est un peu différent, un rééquilibrage un peu différent et famille, amis, loisirs passent avant le travail. Donc bien évidemment, quand les premiers moteurs, quand l'équilibre de vie n'est pas respecté, les salariés partent. Mais lorsqu'il est respecté, ce qui est intéressant, c'est que, bah, néanmoins, le collaborateur va être, néanmoins à l'écoute d'opportunités professionnelles parce que le levier de carrière, de faire carrière dans une entreprise est finalement son quatrième levier. Il passe après, dans ces équilibres-là. Et l'autre chose, c'est qu'après le covid, beaucoup d'entreprises, beaucoup plus d'entreprises, finalement, ont compris qu'il fallait un équilibre de vie. Donc finalement, ils arrivent même en changeant d'emploi, de pouvoir avoir aussi une belle place pour la famille, les amis, les loisirs. Le deuxième phénomène, c'est qu'après le Covid, on a une accélération du home office. Et l'accélération du home office a fait que, un, on revient à ce qu'on a dit avant, c'est un plus gros équilibre de vie entre vie privée et vie professionnelle. Mais la deuxième chose, c'est que les salariés peuvent faire des entretiens en douce. Donc avant, ils devaient partir le soir pour aller venir voir des cabinets de recrutement comme le nôtre. Là, ça peut être en journée. Et du coup, ils écoutent beaucoup plus les cabinets de recrutement, les entreprises qui peuvent les appeler directement pour leur proposer des opportunités professionnelles. Donc voilà, donc finalement, le fait que ce travail arrive en quatrième position fait que finalement, parfois, sur une offre qui peut être un peu plus alléchante du point de vue financier, et ben finalement, avec un entretien qui est peut-être plus facile à passer, et ben ces personnes bougent et changent de poste. Et ça, c'est un vrai changement qui vient aussi apporter de la mobilité des salariés sur le marché du travail. On va passer à la partie, à deuxième partie qui est, la partie rémunération. Quelles évolutions prévoir? Et normalement, c'est la partie que vous attendez le plus. Donc Antoine, je te laisse dévoiler les choses. Merci Marlène. Donc effectivement, les prévisions pour 2024, alors, c'est toujours difficile, de faire de la prospective. On peut déjà se baser, sur ce qui s'est passé cette année. On a eu cette année, alors c'est des chiffres qu'on a observés, au sein du cabinet et qui sont aussi validés par le ministère du Travail puisqu'on a une hausse globale d'à peu près 4 cette année en 2023 sur les salaires. Donc il y a tout lieu à penser et évidemment, on va pondérer ses propos parce que toutes les situations ne sont pas les mêmes, mais qu'on puisse être à nouveau, sur une hypothèse à 3,5 ou 4 sur 2024. Alors encore une fois, au regard, des éléments qu'on a évoqués en préambule et notamment, hein, des aspects de vigilance et des freins qui peut y avoir sur le marché du travail. En tout cas à date, c'est ce qu'on peut imaginer avec, 350 000 postes qui sont restés vacants à fin juin, 2023. Donc, une tension
comme on l'évoquait, sur le marché du travail, sur un certain nombre de secteurs et de postes qui est toujours très forte. Donc les métiers qui sont en tension, c'est, les métiers historiques qu'on évoquait, hein, notamment, dans l'IT, la cyber, dans le bâtiment, dans l'industrie évidemment, qu'on a évoqué tout à l'heure, et dans un certain nombre d'autres secteurs, hein. C'est quand même, soit des métiers en tension, soit des métiers sur lesquels c'est toujours difficile de recruter, même si la tension est moins forte. Et puis on a aussi, des nouveaux métiers qui se développent et qui arrivent sur le marché. Évidemment, en matière de RSE, évidemment dans la data, dans l'intelligence artificielle. Donc un certain nombre de métiers qui arrivent et sur lesquels, on n'a pas toujours les formations, adéquates, d'accord? Et puis, comme l'évoquait Marlène, et ça aussi, c'est le bénéfice de notre enquête, talent, qui a été effectuée, par rapport aux attentes, des salariés, c'est que les candidats sont plus volatiles qu'avant et plus difficiles à fidéliser. Donc, comme Marlène l'évoquait très bien, en fait, même les candidats qui sont aujourd'hui, à l'écoute passive, ils sont ultra sollicités dans un univers, très, très connecté. C'est beaucoup plus facile, de passer un premier entretien ou de faire une première démarche ou de répondre à une démarche, qu'auparavant, quand bien même on n'était pas, forcément, très actif sur le marché du travail. Et puis, évidemment, et là c'est en lien direct avec notre thématique, s'agissant des salaires, hein, puisque ça reste, et c'est également, démontré par cette enquête, un des piliers numéro un des attentes, des salariés. Alors avec d'autres piliers qui ont leur importance, hein, la flexibilité, évidemment, donner du sens, dans leur travail, mais ça reste quand même un vecteur important. Donc mécaniquement, les candidats et ça aura un impact, sur les prochains développements, vont être très, très attentifs à la façon dont ils vont être traités en termes de rémunération. Donc plus facile à attirer, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi, plus difficile à fidéliser. Et puis, même chose sur les rémunérations, l'inflation aussi incite les salariés, à chercher des solutions, pour maintenir leur niveau de vie. Donc effectivement, la pression est très, très forte, sur les salariés, effectivement des salariés qui seraient mécontents, du traitement qu'il aurait fait ou en tout cas qui auraient du mal, heu, à joindre les 2 bouts vont forcément, regarder sur le marché, pour trouver des solutions, pour améliorer leur niveau de vie. Donc ça, c'est les observations, qu'on peut faire à date, sur le marché. Heu, quelles conséquences, ça peut avoir? Est-ce qu'on va, vers une envolée des salaires? Alors là, la réponse, évidemment, elle a plusieurs termes, hein. Encore une fois, on a vu aussi, dans l'étude qui a été menée, que malgré le fait qu'il y ait une augmentation globale, d'environ 4 en 2023, on a aussi, dans les résultats de l'enquête qu'on a menée, 40 des salariés qui déclarent ne pas avoir eu de revalorisation de salaire ces 2 dernières années. Donc on Mmh. voit bien aussi que, ces rémunérations qui quelquefois ont fait +10, +15, voire +20, n'ont pas été uniformes, n'ont pas touché l'ensemble des salariés, pour plein de raisons, heu, qui peuvent être liées aussi, à l'employeur, hein. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est plus facile pour un grand groupe d'avoir des augmentations, et généralisées, voire adaptées, en fonction des profils, alors que, dans une petite entreprise, c'est plus difficile. L'inflation, elle touche aussi, les entreprises, hein, sur, leurs coûts d'approvisionnement, sur les coûts de l'énergie. Donc il y a aussi des entreprises qui sont aujourd'hui fortement sous tension et comme vous le voyez aussi, sur la slide, les attentes, des salariés sont très fortes. Donc encore une fois, il y a 59 des salariés qui s'attendent à une augmentation plus importante. 39 qui aimeraient l'avoir plus tôt dans l'année, hein, puisqu'en général, c'est en début d'année et donc après il y a pas forcément de revalorisation et puis, aussi 26 qui s'attendent en complément à une prime exceptionnelle. Ça peut être les primes Macron, ça peut être d'autres types de primes, sur objectifs ou autres. Donc il y a des attentes qui sont, très, très fortes et donc là, la difficulté, qu'on a déjà connue cette année, hein, ça va être, de trouver le bon équilibre entre les contraintes des entreprises, qui sont aussi impactées, par l'inflation et par le marché et les aspirations des candidats qui sont, très, très fortes, heu,
compte tenu, de la baisse, du pouvoir d'achat généré par, l'inflation qu'il peut y avoir sur l'alimentation, sur l'énergie et cetera. Donc c'est cet équilibre, qui va être difficile à trouver et qui est au cœur des enjeux, des augmentations des salaires, qu'on a connues cette année et qu'on connaîtra, l'année prochaine. Heu, Merci Antoine. Du ouais, coup, juste pour revenir vas-y, bien sur sûr. effectivement l'inflation et puis, cet argument de l'inflation, parce que forcément, avec tout ce que tu nous as dit Antoine, on peut se poser la question d'une négociation des salaires et donc vers cette négociation et du coup, est-ce que, l'argument de l'inflation est une bonne idée ou une, mauvaise idée? Alors du coup, pour répondre à cette question sur l'argument de l'inflation, il suffit de regarder déjà dans le rétroviseur sur les 6 derniers mois puisque, comme l'a dit Antoine, cette année, on a déjà eu de l'inflation. 2024, il va y en avoir. On en a eu cette année. Donc on peut déjà regarder ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois. Donc on a interrogé, les différents salariés sur une enquête et donc 51 ont tenté de renégocier leur salaire et dans cette négociation, certains ont utilisé ou pas l'argument de l'inflation. Donc 14 ont utilisé l'argument de l'inflation et ça a fonctionné. 13 ont utilisé l'argument de l'inflation, ça n'a pas fonctionné et 24 n'ont pas utilisé cet argument-là. Donc, vous voyez, c'est quelque chose finalement, on ne peut pas tirer vraiment de conclusion. C'est des choses qui sont finalement assez balancées entre, l'argument qui fonctionne et qui ne fonctionne pas et je pense que comme le disait Antoine, il faut, corréler ça aussi à la situation, de l'employeur, avec, des difficultés qui peuvent être aussi accrues avec, des difficultés d'approvisionnement, l'explosion des matières premières, une masse salariale qui augmente, des difficultés de trésorerie et donc un employeur qui va pas toujours, même s'il en a, très envie, de pouvoir, finalement, rehausser, l'ensemble des salaires, sur, ce que demandent les différents salariés. Alors la deuxième chose, c'est la négociation des salaires de façon plus générale, en fait, peut-être un peu décorrélée, du marché actuel. Je pense que c'était bien qu'on remette aussi, des éléments sur, un contexte qui est plutôt favorable à la négociation et un contexte qui est plus défavorable à la négociation. Donc, à gauche, je tente plutôt la négociation si, les résultats de l'employeur sont plutôt favorables, que, vous-même, en tant que candidat, en tant qu'employé pardon, vous avez, dépassé des objectifs qui ont été fixés et vous, êtes, très contributeur, contributrice sur votre poste. Les compétences recherchées, si votre compétence est très recherchée sur le marché ou pas et là encore je reviendrai tout à l'heure, sur l'étude de rémunération que nous avons sortie. C'est une bonne façon aussi de voir s'il y a des tensions sur vos compétences ou pas. Le fait que vous ayez eu au passage des élargissements de missions, augmentation de responsabilités, c'est un bon moment pour aller demander, une augmentation ou un réalignement du salaire par rapport au marché quand on voit en fait que, notamment, sur la base de l'étude des rémunérations, qu'il y a des très, très grosses différences et que ce n'est pas compensé par d'autres avantages sur le package et finalement les conditions qui sont, moins favorables, c'est lorsque, la conjoncture n'est pas très bonne ou les résultats de l'entreprise ne sont pas très bons, des objectifs que vous n'avez pas atteints, donc c'est difficile d'aller demander une négociation de négocier son salaire ou de demander une revalorisation, si, il n'y a pas de performance. Forte concurrence sur le poste, finalement, et en fait, de partir et d'aller autre part ou de vous faire, où ça sera très facile de vous remplacer. Le périmètre de poste identique, vous n'avez pas changé de poste, pas changé de mission. Et puis le dernier argument, la situation économique personnelle. Parfois, certains peuvent utiliser ce qui se passe dans leur vie finalement pour aller faire peser cette contrainte chez l'employeur et c'est souvent un argument qui passe pas très bien. Donc je pense que c'était bien aussi dans ce contexte quand on parle de salaire, de redonner, des éléments sur, les conditions qui sont, favorables ou, défavorables. À quel salaire pouvez-vous prétendre en 2024? Antoine, je te laisse peut-être présenter l'étude de rémunération brièvement, Oui, oui, alors, évidemment, on sort notre étude de rémunération, chaque année, à la rentrée, basée, évidemment sur les recrutements qu'on peut réaliser, pour nos clients. Donc on a 26 secteurs décryptés, plus de 850 métiers qui ont été passés à la loupe, de nos équipes, d'experts pour, pouvoir, vous aider
aussi, dans vos sujets de rémunération, dans votre négociation et également les employeurs, hein, pour voir effectivement s'ils sont alignés avec, les moyennes qui sont, constatées sur le marché, dans le secteur. Donc je vous engage à aller, télécharger, notre dernière édition et puis, tous nos experts sont aussi à votre disposition, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tant que salarié ou employeur, à nous contacter directement pour avoir aussi, un retour très, très précis, sur votre secteur, sur votre fonction. Donc ça, c'est toujours, intéressant dans le cadre d'une future négociation. Et puis je voulais rajouter aussi, vous l'avez en tête, mais c'est aussi important, que, on voit bien aussi que c'est un enjeu important puisque le gouvernement aussi, à travers, la conférence, sociale sur les bas salaires qui va se tenir entre, le gouvernement et les syndicats, est aussi finalement très attentif, à ce que les salaires puissent augmenter, même de façon, modérée, mais partout, dans toutes les branches d'activité et qu'on ne laisse pas, finalement, certains pans d'activité, certaines branches ou certaines, fonctions, ne pas avoir de revalorisation, salariale du tout. Donc je pense que c'est un effort qui mérite d'être souligné et qui vient aussi finalement, compléter, la présentation qu'on vous fait, et qui indique que, les salaires sont au cœur de toutes les préoccupations aujourd'hui. Donc je pense que c'est important, il faut le souligner. Je me permets, merci Antoine, je me permets de vous parler aussi d'autres études, qui peuvent vous intéresser, sur les donc l'étude de rémunération dont Antoine vient de parler, les jobs à impact positif. On a une grande transformation du marché du travail avec des nouvelles fonctions, des nouveaux postes qui arrivent. Bien négocier son salaire qui va un peu plus loin, que la slide où j'avais dit, les pour et les contre. Qu'est-ce qui peut faire qu'on a des bonnes conditions réunies? Les nouveaux enjeux de la cybersécurité, réussir sa recherche d'emploi, la transition écologique. Voilà différents, liens, différentes études que vous pouvez retrouver sur le site, michaelpage.fr ou pagepersonnelle.fr. Et on est maintenant à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser et auxquelles on n'a pas répondu ou peut-être qu'on n'est pas allé, au fond sur, certains sujets, clés pour vous. Donc on lance, la partie, questions, réponses. Alors je peux déjà, répondre à une des questions. Donc Florence qui nous pose la question, sur le type de métiers qui sont en tension. Alors, je peux déjà répondre. Alors, Antoine a donné quelques exemples. Bon, sur l'informatique, c'est déjà depuis 15 ans, hein, qu'on a des tensions sur ces profils-là. Beaucoup de postes qui arrivent, qui s'ouvrent et pas assez de candidats pour pourvoir les postes. Et en plus avec des technologies qui avancent, Antoine parlait, d'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle typiquement fait arriver, des nouveaux besoins, des nouvelles compétences et finalement très peu de personnes encore qui sont complètement formées sur ces sujets. Donc, on a des tensions, dans le bâtiment, on a des tensions, l'hôtellerie, la restauration, on a des tensions. On a des tensions sur des métiers qui peuvent être aussi très techniques, la paye. Par exemple, ça fait déjà des années qu'on est en forte tension, la consolidation en finance. Donc déjà voilà, je ne sais pas si Antoine, tu as d'autres exemples en tête, mais pour répondre à Florence. Oui, oui, alors, pour le coup, on les évoque aussi, dans des études de rémunération, hein, secteur par secteur. On évoque aussi, les fonctions, qui sont les plus difficiles, à trouver, mais comme tu le disais, encore une fois, les marqueurs qu'on connaît aujourd'hui, c'est à part les nouveaux marqueurs sur l'intelligence artificielle et autres, c'est quand même des marqueurs qu'on observe déjà depuis 3-4 ans, et donc qui touchent principalement, l'industrie, le bâtiment, les métiers de la Mmh. santé aussi, on y revient, heu et puis les métiers que vous connaissez, puisque les médias s'en font l'écho aussi dans la restauration et cetera, qui sont des métiers difficiles et sur lesquels il y a beaucoup de salariés qui se sont réorientés à la suite du covid. Donc ça reste quand même les métiers qu'on connaît. Heu, Ce qu'on a vécu encore une fois à date, hein, c'est quand même, là on parle de fortes pénuries, mais les métiers en tension, ça touche quasiment, tous les secteurs et tous les métiers. Il n'y a pas aujourd'hui de recrutement qui soit facile à réaliser, dans la mesure où le taux de chômage reste quand même à 7 et donc sur chaque offre et en tout cas sur les mandats sur lesquels on travaille pour nos clients, il y a pas de recrutement facile. Il y a des recrutements beaucoup plus difficiles, c'est les métiers qu'on vient d'évoquer, mais en tout cas, sur la plupart, des métiers, on observe quand même des difficultés, des employeurs à recruter, et pour nous des mandats à faire aboutir.
Je reprends la question de Lucille aussi qui, dans le même ordre d'idée, nous demande si on a observé des changements, dans les méthodes de recrutement en entretien Teams. Alors en fait, je dirais pas que les méthodes de recrutement, ont été, révolutionnées, à part ce que vous évoquez effectivement, sur des entretiens à distance, ce qui change quand même aussi un petit peu la façon dont on peut recruter. Mais c'est aussi le contenu, le rythme, qui a pu évoluer puisque on le sait, on est sur un marché en tension et en parallèle, on a des attentes de salariés qui sont complètement différentes. Donc ce qui a changé et ce qu'on essaye aussi à notre niveau, d'accompagner et de faire évoluer, c'est la façon, le contenu des entretiens. Finalement, comment l'employeur peut bien, valoriser, sa marque employeur, son parcours de formation, son parcours de carrière, les avantages, qu'il propose. Et également vis-à-vis, des candidats qui ont bien compris aussi pour un certain nombre, qu'ils étaient très recherchés sur le marché. Une attention particulière aussi à, à aborder le sens, à aborder, des questions qui tournent pas, uniquement autour, de la flexibilité, de l'équilibre de vie au travail ou du salaire. Donc on a aussi ce rôle-là dans un marché qui est assez déséquilibré et qui était, à date, très favorable, aux candidats et c'est tant mieux, mais qui aussi a changé un petit peu, la façon, dont les entretiens pouvaient se dérouler, et également le rythme, hein, parce que c'est vrai que quand on a des process, qui sont longs ou qui s'allongent, là on a fort à parier, qu'on a déjà perdu un certain nombre de candidats en route, puisque les candidats s'impatientent et pour le coup, il faut être capable d'aller beaucoup plus vite, dans les recrutements. Donc ça veut dire aussi, puisqu'on parlait des méthodes, bah, quelquefois, d'aller concentrer, plusieurs entretiens dans la même séquence avec, plusieurs personnes, dans l'entreprise par exemple, plutôt que d'étaler ça sur des semaines ou des mois entiers. Donc c'est les vrais changements qu'on a connus, même si, vous le mettiez hors entretien Teams. Le Teams en lui-même, et le recrutement à distance a quand même aussi fortement impacté, les méthodes de recrutement puisque la relation est pas du tout la même, sous forme de visioconférence ou sous forme d'entretien physique. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose Ouais, là-dessus, oui, Marlène? Ouais. ouais, merci beaucoup Antoine. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Je rajouterais une dernière chose, c'est finalement le home office a fait qu'aussi on peut, aller un peu plus creuser en matière de recrutement sur la capacité des candidats à travailler dans un environnement home office. C'est finalement, ça fait appel à d'autres types de compétences. Il faut pouvoir, être assez, autonome, gérer sa journée, vraiment, de façon différente que lorsqu'on est au bureau. Il faut pouvoir créer des connexions avec l'ensemble de ses collègues. C'est parfois plus dur quand on est chez soi, et qu'il y a un peu plus du home office que lorsqu'on est, on est plus en présentiel. Donc tout dépend de la culture de l'entreprise pour laquelle on recrute, mais on va aller aussi regarder la capacité du salarié à pouvoir travailler dans un environnement qui est un peu plus éclaté, que sur les années précédentes, et même chose pour les managers. La capacité des managers à pouvoir aller, manager, motiver des personnes qui sont à distance, et qui sont pas toujours en 100 présentiel. Et je rajouterais aussi, un point, sur la partie RSE, sur, ce que disait Antoine des les plus jeunes générations est beaucoup plus, va beaucoup questionne beaucoup plus, sur, les engagements, des entreprises. Ils ont raison, ils demandent à ce que, voilà, ils veulent savoir ce que fait réellement l'entreprise pour la société, pour l'environnement. Et puis également, c'est aussi une demande qu'on a aussi sur les dirigeants, quand on les recrute, c'est d'avoir des dirigeants qui sont capables de faire face à cette transition, écologique qui est très forte, qui est très marquée et qui demande aussi de diriger les entreprises, un peu différemment. Alors il y a une autre question de Lucille aussi, je ne sais pas si c'est la même personne, mais que je trouve assez pertinente, qui nous interroge sur les tendances de l'emploi des seniors de plus de 50 ans et sur la parité. Tu veux peut-être y répondre, Marlène? Bah, sur la parité, je peux commencer par ce sujet-là, sur lequel, j'interviens énormément. Je trouve un avant et un après, loi Rixain, qui date maintenant de 2 ans, et qui, donne des quotas en fait, sur la parité, sur des dirigeants. Mais en fait, ça s'est cascadé dans les entreprises et donc on a beaucoup plus d'enjeux des entreprises d'avoir, des parités, sur l'ensemble des strates pour atteindre dans quelques années, la parité, demandée sur, les dirigeants.
Sur les populations, seniors, moi je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est que, la réforme des retraites a mis un coup de projecteur aussi, sur, la responsabilité, de la société, des entreprises, à maintenir, les profils de seniors dans le monde de l'emploi et de mettre, de l'intergénérationnel entre, les plus jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et les plus, confirmés. Je pense qu'on peut aller encore plus loin sur les exigences, de responsabilité, des entreprises, sur l'emploi, des seniors. Mais j'ai trouvé que la réforme des retraites avait mis un coup de projecteur qui était très intéressant, sur, cette population, et qui parfois a du mal à retrouver, un poste lorsqu'ils ne sont plus en poste. Et je pense qu'il faut qu'on continue, les efforts, que ce soit sur les seniors, que ce soit sur la parité ou d'autres formes de diversité. Merci Marlène. Une question aussi sur les solutions en tant qu'employeur. Quelles solutions pouvons-nous mettre en place pour attirer et fidéliser les salariés tout en prenant en compte les différentes problématiques rencontrées actuellement dans le marché du travail? Alors c'est une très bonne question. Après pour le coup, ça dépend aussi, beaucoup, de la taille de votre entreprise, de votre secteur d'activité, de la population aussi que vous cherchez à attirer et fidéliser puisque les ressorts seront sans doute pas les mêmes. Encore une fois, comme le précisait Marlène, lors de cette présentation, il y a beaucoup d'attrait pour le salaire soit évidemment, c'est l'objet de ce webinaire, mais également en termes de flexibilité. Donc il y a quelquefois aussi des secteurs d'activité ou des fonctions sur lesquelles il est plus difficile, de donner de la flexibilité, ou d'acquérir de la flexibilité. Heu donc encore une fois, c'est vraiment, à «customiser» entre guillemets ou à f on fera du sur mesure pour éviter les anglicismes, en fonction, des fonctions concernées, et puis des possibilités de votre entreprise. Est-ce qu'on peut mettre des choses en place en dehors du salaire, qui reste évidemment un élément important, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, quand on accompagne aussi, nos clients, sur, la marque employeur, sur la valorisation, heu de leur métier, de leur secteur, d'un certain nombre d'avantages, quelquefois qui mettent moins en avant. Donc là, c'est une réponse, peut-être pas assez complète, mais qui tient plus aussi du sur mesure et donc moi, je serais ravi d'en discuter avec vous, plus avant si vous souhaitez, poursuivre, la discussion. Merci Antoine. Alors on a une question de Fanny, une très bonne question sur la partie salaire qui est tabou en France. Lors des entretiens d'embauche, sur un entretien annuel, lors d'une offre d'emploi sans indication explicite du salaire. C'est un gros problème en France à mes yeux. Qu'en pensez-vous? Donc oui, effectivement, il y a un peu plus, dans la culture française, il y a un peu plus de mal à parler salaire par rapport à des cultures plus anglo-saxonnes. Bon néanmoins, on a quand même, la preuve, on a des études de rémunération, donc ça permet de mettre les pieds dans le plat sur la partie salaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que sur les offres d'emploi, de plus en plus, le salaire est affiché. Là, la statistique à l'instant T, on a 48 des annonces, sur lesquelles on a un salaire qui est explicite sur l'offre d'emploi. Donc on va dans le bon sens. Et sachez qu'aujourd'hui, une offre d'emploi qui n'indique pas un salaire, finalement, elle n'est pas dans les annonces prioritaires, pour beaucoup de sites emploi. Et donc ça, c'est un vrai problème pour les employeurs qui sont obligés, en fait, de mettre des salaires pour que leurs annonces ressortent, sinon elles ressortent absolument pas. Et après, que ce soit sur l'entretien d'embauche ou un entretien annuel, je pense qu'il y a pas de tabou, hein, sur la partie salaire. Il faut juste, en parler de façon très ouverte, de dire quel est son propre salaire et de dire quelles sont les perspectives sur la partie salariale. Ça vient aussi des candidats qui doivent en parler. Hem, Parfois ce qui est plus co en fait, je trouve qu'il y a pas tellement de tabou sur le salaire fixe, même sur le variable dans les entretiens. Parfois, ce qui est plus tabou, c'est les avantages de l'entreprise. C'est, finalement, le nombre de jours de repos, c'est tous les bénéfices qu'il peut y avoir, aussi dans l'entreprise et qui finalement, lorsqu'on parle de ça dès le premier entretien, peut être mal interprété par l'employeur. Mais par les salaires, on peut dans des entretiens d'embauche, c'est quand même, important et c'est important pour les salariés et c'est important pour les employeurs également.
Alors, il y a une autre question qui aborde aussi, le fait de changer, de travail tous les 8-12 mois est-il mal vu par les employeurs? Heu, alors encore une fois, c'est toujours pareil, hein, quel que soit votre parcours, l'objectif c'est de donner du sens à tout ça, c'est de comprendre effectivement, et de légitimer, ces changements. Est-ce que c'est parce que, c'est un enchaînement de contrats déterminés? Et là, on comprend tout à fait pourquoi, il y a ce changement. Est-ce qu'il y a aussi une dynamique, de sens? Ça veut dire, est-ce qu'on reste dans le même secteur? Est-ce que c'est la même fonction? Ou est-ce qu'on passe, d'un secteur à un autre? Encore une fois, on peut aussi accumuler des compétences un peu différentes en ayant changé de secteur. C'est sûr que, c'est un élément qui sera abordé, par les futurs employeurs, dans la mesure où, il y a aussi, toujours de la part d'un futur employeur l'idée, comme il y aura toujours des aspects de formation, de montée en compétences, de se dire que, lorsque, on emploie un salarié, on se projette quand même normalement à plus d'1 an, et donc en général sur la plupart des fonctions, l'objectif c'est une forme d'investissement, sur quelques années, évidemment donc il y aura forcément des questions qui portent, sur la durée de ces missions et sur votre volonté, pourquoi vous avez changé de travail à chaque fois. Donc en tout cas, ça se prépare, et il faut que vous sachiez que ce sera, forcément un élément qui sera, pointé par le nouvel employeur. Mais, si ça s'explique, sans problème, le passage peut-être plus difficile, c'est le CV. Si vous avez beaucoup d'expériences, différentes, effectivement, donc dans ces cas-là, et encore une fois, si elles ont du sens en termes de fonction et de secteur, vous pouvez aussi les ramasser, pour décliner plutôt vos compétences et en expliquant, après comment ça se cascade, pour passer déjà ce 1er rempart, du CV. Et puis ensuite, il faudra, préparer pour expliquer à l'oral exactement, quelles étaient vos motivations. Alors j'ai une question de Gilles, sur, pour en savoir plus sur le recrutement dans le secteur juridique, notamment le poste de juriste financier. Alors Gilles, je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question. Alors du coup, je vous invite à faire 2 choses. C'est un de regarder sur l'étude de rémunération, il y a une tendance, sur, ce poste en particulier et Gilles, si vous ne trouvez pas l'information, écrivez-moi sur LinkedIn et j'essaierai d'aller vous obtenir l'information. Mais j'ai vu votre question. Désolée, je ne peux pas vous répondre en live, mais je ferai le nécessaire pour vous donner, des éléments de réponse si vous ne le trouvez pas sur l'étude de rémunération. Question intéressante aussi, c'est hormis le salaire, quels sont les aspects qui sont avancés par les salariés qui changent d'entreprise? Alors là, c'est une question, très intéressante. Il y a pas mal d'éléments, qui peuvent être avancés, encore une fois. Donc si on met, le salaire de côté, il y a beaucoup de changements, qui sont, opérés par un manque d'évolution, un manque de perspective dans l'entreprise. Ça c'est des raisons assez courantes, hein. Je veux prendre un poste avec plus de responsabilités ou en tout cas où je veux encadrer ou, voilà, je souhaite évoluer, faire évoluer mes compétences, dans l'entreprise et soit j'ai pas la possibilité dans l'entreprise dans laquelle je suis, soit, on a donné cette opportunité à d'autres personnes, mais pas à moi pour le coup. Donc ça peut être une des raisons majeures. Ça peut être aussi, les questions qu'on a évoquées, au préalable, hein. Ça veut dire, des questions de flexibilité. Finalement, l'entreprise, ne propose pas, cette flexibilité qui correspond maintenant aux nouvelles attentes, des salariés, qui sont sur le marché. Et donc, quelquefois les entreprises n'ont pas mis en place, de plan particulier, en matière de flexibilité ou n'en ont pas la possibilité. Et puis après on peut avoir aussi, alors il y a plein d'autres raisons, hein, je c'est pas une liste exhaustive, mais une volonté de certains salariés de changer de secteur aussi, pour les raisons, des raisons entre guillemets «post-Covid» ou d'attente nouvelle des salariés. C'est de se dire: «Bah, finalement, cette période un peu, différente, qui m'a permis de balancer, mon rapport avec le travail et puis de m'interroger sur, un temps de transport, de m'interroger sur un secteur, de m'interroger sur une fonction et de vouloir chercher plus de sens. Donc ça aussi, ça a été des demandes fréquentes de salariés, de remettre en question, leur parcours professionnel, de remettre en question leur situation et d'essayer, d'aller vers des postes, des secteurs, qui trouvent plus de sens à leurs yeux ou qui permettent plus de flexibilité, plus d'équilibre entre la vie professionnelle, et la vie personnelle. Mais évidemment, tu voudras sans doute compléter Marlène, mais il y a plein d'autres Non, raisons non, qui mais peuvent, tu étais, animer les salariés. non, non, c'était très bien.
J'ai une question on a une question de Virginie sur, la question est: «Constatez-vous une volonté des employeurs de s'impliquer un peu plus dans la recherche d'équilibre vie pro, vie perso avec un accompagnement plus, socio-pro, salariés aidants, famille monoparentale?» Alors oui, moi je le constate, de plus en plus. Alors c'est plutôt les grands groupes qui se sont emparés de ces sujets, voire des ETI. Je le vois un peu moins, sur la partie, PME. Mais effectivement, ces sujets sont sur la table parce que alors sur les salariés aidants, c'est un vrai phénomène de société puisque, on a, une population, finalement, qui a une longévité, qui est beaucoup plus grande. On a effectivement de plus en plus de salariés qui sont confrontés, justement à être un salarié aidant, que ce soit sur des parents, que ce soit sur des enfants, que ce soit sur les conjoints. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'employeurs qui se posent la question de quels sont les dispositifs qu'ils doivent mettre en œuvre pour faciliter, les la vie à tous ces salariés-là. Et pareil pour les familles monoparentales, puisque c'est aussi, un phénomène de société. Et donc les entreprises, prennent de plus en plus en considération, les difficultés que peuvent avoir les familles monoparentales et donc d'en discuter, beaucoup plus vite, avec certains salariés pour éviter aussi, des sujets RPS, donc de risques psychosociaux, derrière, puisqu'à un moment, on peut avoir du mal à tout faire au même moment. Donc tout ça, je trouve est beaucoup plus discuté et je vois une vraie accélération dans les sujets de discussion avec nos clients. Donc grand oui. Question complémentaire aussi d'Aurélia par rapport, à d'autres questions qu'on a eues précédemment. Quelle est la fréquence normale pour évoluer niveau poste, salaire en interne? Tous les ans, tous les 2 ans? Alors c'est une question très intéressante parce que, parmi les attentes des salariés et notamment, des nouveaux entrants sur le marché, il y a aussi cette volonté d'évoluer très, très rapidement. D'accumuler des compétences et quelquefois, et je ne dis pas que c'est votre cas Aurélia, je répondrai de façon un peu plus complète à votre question, mais quelquefois un peu d'impatience et quelquefois aussi, un aspect un peu consommateur, bon de vouloir, heu évoluer très rapidement et puis prendre les formations que je peux prendre et puis après aller vers autre chose. Heu, c'est quelque chose qu'on observe sur le marché et notamment, dans les jeunes générations. Après, de façon un peu plus standard, pour le coup, là, ça dépend vraiment, de votre niveau de poste, de votre salaire. Heu, en principe, c'est bien aussi et il y a certains, de mon salarié, lorsqu'il change d'emploi ou lorsqu'il passe des entretiens, oublie quelquefois un peu cette partie-là, c'est de s'interroger sur les perspectives d'évolution et d'interroger votre futur employeur sur les possibilités d'évolution, sur les parcours de carrière, sur les bascules quelquefois d'un secteur à un autre ou d'une fonction à une autre. Et on voit aussi beaucoup de candidats qui nous disent: «Bah, finalement, j'ai dû changer, j'ai souhaité changer d'entreprise parce que, la société me permettait pas d'évoluer» et c'est des questions qui quelquefois n'avaient pas été abordées, complètement en amont. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire et puis on a le droit de se tromper et puis surtout ça peut être intéressant aussi de changer d'entreprise ou de changer de secteur, mais je pense que ça c'est important donc il y a pas vraiment de règle, ça peut être tous les 2 ans, ça peut être tous les 5 ans, ça dépend vraiment de votre poste, ça dépend des compétences que vous avez acquises, ça dépend de l'autonomie que vous pouvez avoir et puis encore une fois, toutes les entreprises ne peuvent pas vous faire évoluer tous les 2 ans et faire évoluer votre salaire, peut-être tous les ans ou tous les 2 ans non plus. Heu donc c'est vraiment des questions qu'il faut vous poser. Est-ce que vous estimez aussi est-ce qu'il faut être augmenté tous les ans? Est-ce que vous estimez être en dessous aussi du niveau de rémunération, que vous attendez? Est-ce que vous estimez être en dessous du niveau de rémunération auquel, heu vous pouvez vous attendre, par rapport, à votre fonction? C'est aussi tous ces sujets-là qu'il faut balancer et vous pouvez être sur le même poste pendant plusieurs années, être, aussi, augmenté pour vos performances ou l'atteinte d'objectifs, donc les 2 sont pas forcément non plus, complètement corrélés. Nous avons une question de Géraldine. Confirmez-vous que le télétravail a tendance à reculer dans les offres d'emploi et donc le souhait d'un retour en entreprise? Alors, il y a peut-être 2 questions en une. Sur le recul dans les offres d'emploi, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait moins en fait, la notion de télétravail dans les annonces. En revanche, il y a effectivement une accélération, de, la le du souhait de certains salariés de revenir plus en entreprise.
et même d'employeurs, hein. Enfin, il y a les 2 phénomènes, des employeurs qui parfois, ont, parfois basculé sur, quasiment du 100 télétravail, ou ont donné cette possibilité aux collaborateurs et qui voient bien que, il y a des conséquences sur le travail en équipe, sur la créativité, sur l'innovation, sur le sentiment d'appartenance à une entreprise et du coup qui rétropédalent. Donc on le voit chez les employeurs et on le voit aussi, chez les employés qui finalement, après un temps où ils ont trouvé un certain confort à être chez eux, finalement aiment bien, le fait de se retrouver avec les équipes, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir collaborer, directement en entreprise. Donc on a de plus en plus d'entreprises qui revoient aussi, l'aménagement de leurs locaux, de manière à créer justement ce sentiment plus de collectif, de travail, ensemble. Donc ça, on le voit beaucoup plus et il y a un autre phénomène, qui est aussi intéressant à analyser, c'est, quand on est passé, plus en télétravail, beaucoup de personnes ont dit que c'était super de ne plus avoir de trajet en fait, de gagner ce temps de trajet, entre, de domicile, le bureau et bureau-domicile et en fait avec le temps, certains se sont dit: «Mais finalement ce trajet me permettait d'avoir, un vrai temps, un sas entre, la maison et le travail qu'ils ont moins retrouvé». Donc finalement, vous voyez, il y a des choses qui ont été, pas mal chahutées, sur, les sujets de télétravail. Une question de Leïla. Comment expliquer, selon vous, un blanc lié à une période de rétablissement, soin à la suite de l'apparition d'un handicap, d'une maladie, sans pénaliser le candidat? Effectivement, c'est une bonne question parce que effectivement, vous pouvez imaginer, être exposé à une forme de discrimination. Heu, voilà, il n'y a pas de conseil définitif sur ce sujet. Moi, je pense qu'il faut être transparent. Moi, j'ai de plus en plus de candidats qui m'expliquent que, voilà, suite à des soucis de santé pendant quelques mois, heu ça peut être 3 mois, ça peut être 5 mois, ça peut être 6 mois, ils ont dû s'occuper d'eux et ils ont dû, traiter la question avant de revenir sur une recherche d'emploi. Je dis pas que ce n'est jamais pénalisant, encore une fois, hein, peut-être que certains employeurs effectivement, ça peut refroidir certains employeurs. Moi, je favoriserais la transparence. Ça ne veut pas dire que vous avez l'obligation d'expliquer exactement ce qui s'est passé non plus, hein, c'est des choses qui sont très personnelles et vous n'avez pas l'obligation de communiquer dessus. Je pense que, c'est toujours, plus simple, d'agir en pleine transparence avec un employeur et finalement la réaction, par rapport, à cette situation, vous donne aussi des indices ou une indication sur le fait aussi de passer le pas et puis, d'aller travailler dans cette entreprise ou pas. Si vous avez la chance d'être sur, les métiers qu'on évoquait où, il y a une recherche importante de la part des employeurs, vous prenez peut-être aussi un petit peu moins de risques puisque, on est quand même encore dans un rapport assez favorable, aux salariés. Voilà, moi encore une fois, ça regarde chacun, mais je serai assez transparent, sur cette question-là. Heu, mais encore une fois, je comprendrais tout à fait que vous ne souhaitiez pas le faire. Je ne sais pas Oui, si tu veux rajouter quelque chose, non, mais Marlène? c'est vrai que c'est très, très personnel si on peut être transparent, c'est mieux, mais si on peut pas, voilà. C'est, Exactement. le recruteur sait aussi, interpréter, les bons recruteurs, j'espère, sauront interpréter, parfois des réponses qui peuvent être un peu plus vagues. Bien sûr. Donc voilà, ça fait aussi, partie, de ce qu'on doit faire. Emmanuel, qui nous pose des questions sur les candidatures spontanées, si elles fonctionnent bien. Oui, elles fonctionnent bien les candidatures spontanées, lorsqu'à un moment on n'a pas trouvé un poste qui correspond bien, un intitulé, un descriptif, quelque chose qui nous convient bien. On peut envoyer une candidature, spontanée. On peut aussi répondre à une annonce, directement lorsqu'on voit quelque chose qui nous intéresse. Oui, les cabinets de recrutement conservent les CV lorsque vous faites, acte de candidature et on peut rechercher des candidats dans leur base de CV. Tous les cabinets de recrutement sont pas, ont des niveaux d'outils, qui peuvent être très différents, voilà, en tout cas, chez Page, on a des outils, très élaborés qui nous permettent bien évidemment, de rechercher, des CV de personnes qui nous ont envoyés précédemment. Quelles sont les tendances de recrutement, question d'Émilie, du marché pour les postes de DRH et RRH? Alors là, cette question est pour toi, Marlène. Ouais, sur la partie ressources humaines, c'était, sur ces derniers mois et il y a eu un tout petit peu moins de postes en fait, sur la partie, RH et DRH, mais après une période qui a été, très, très faste.
le covid, et la nécessité enfin la période covid a apporté, enfin a mis le doigt sur le fait que la direction des ressources humaines était clé pour, toutes les entreprises qui l'avaient pas compris. Mais voilà, c'était vraiment, clé d'avoir, des DRH, des RH d'envergure. Tout ce qu'on vous a dit sur les nouvelles tendances des salariés, sur sur finalement, c'est devient indispensable pour les entreprises, de donner de faire de l'attractivité, mais également de retenir les salariés, font qu'en fait, il y a beaucoup d'enjeux qui sont au niveau des ressources humaines. Donc voilà, on est passé de quelque chose qui était très, 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 demandé à peut-être un tout petit tassement sur les derniers mois, mais je pense qu'il y a peut-être plus eu un réajustement qu'autre chose. Mais bon, de façon générale, ça reste dynamique et sur les DRH et les RRH, les entreprises ont des besoins qui restent forts. Question de Gaël. Quand il y a une part variable dans la rémunération, ce qui est négocié en brut inclut-il ce variable ou pas? Alors, très bonne question Gaël. En principe, on raisonne plutôt en termes de négociation, en termes de salaire fixe. Maintenant, de toute façon, lorsque vous abordez la rémunération, il faut vraiment vous faire expliquer, ce que contient cette rémunération, quels sont les avantages, est-ce qu'il y a de l'intéressement, est-ce qu'il y a de la participation, est-ce qu'il y a du variable? Finalement, c'est vrai que, si c'est, un variable, assez fixe, on va dire, qui revient chaque année et qui, d'une année sur l'autre, est assez constant, effectivement, on peut imaginer que l'entreprise, l'inclut, dans le package qui est proposé. Heu, Maintenant, à vous, encore une fois, de poser la question pour, vous assurer de savoir ce qui est inclus ou pas et de ne pas avoir de mauvaises surprises sur ce sujet. Voilà, il y a pas c'était évoqué tout à l'heure, est-ce que la rémunération est tabou? Je crois pas et en tout cas, vous avez tout intérêt, à poser ces questions-là, en amont pour savoir exactement, heu, ce qu'il en retourne et quelle est la composition du package. Alors je pense qu'on peut encore prendre une ou 2 dernières questions. J'ai une question, d'Aurélia sur, y a-t-il une réelle différence de salaire entre l'Île-de-France et le reste de la France? Alors, il y a encore une différence de salaire entre Paris et région. Il y a quand même un phénomène qui apporte un peu de nouveauté, c'est encore une fois le télétravail, puisque vous avez, je le prends dans ce sens-là, des salariés parfois parisiens qui se sont installés, en région et qui parfois remontent sur Paris et qui ont gardé en fait, leur salaire de parisien en s'installant en région. Donc ça a parfois fait l'objet de beaucoup de discussions dans des groupes qui avaient des localisations, Paris et région, avec ce phénomène-là de, Parisiens qui partent, s'installer et qui continuent de travailler pour finalement un bureau parisien. Donc, à voir comment les choses vont évoluer. Mais oui, il y a encore une différence, Paris-Région avec ce petit phénomène à regarder de plus près pour, les prochaines années. Parfait. Merci Marlène, je pense qu'on a fait le tour, des questions que vous nous avez posées. Merci en tout cas, à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire et puis, qui l'ont rendu interactif, en posant des questions. J'espère, que ça vous a été utile, que ça vous a éclairé et que ça va vous aider aussi, dans vos prochaines étapes, de négociation, sur votre rémunération. Merci à toi Marlène, Merci Antoine, c'est un plaisir comme toujours un d'habitude. duo efficace j'espère et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. À bientôt. Merci beaucoup. À très Au bientôt, au revoir. revoir.